Et après ces quelques brèves santé, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'autisme. 440 000 personnes seraient touchées en France. On en parle avec vous, Jean-Marc Monguillet, président de l'association Autisme en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Et vous, docteur Clara Morales, chef de service du secteur de pédopsychiatrie au CHIPS, donc le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, et membre du réseau de santé mentale Yvelines Nord. Je n'ai rien oublié ? Non, c'est parfait. Bonjour. Alors l'autisme est une maladie particulière, on va revenir dessus pour mieux comprendre exactement de quoi il s'agit. Pendant longtemps, elle a été considérée comme une affection psychologique. Aujourd'hui, comment pourrait-on le définir ? Aujourd'hui, c'est que la définition de l'autisme, c'est une maladie neurodéveloppementale. Donc, c'est-à-dire qu'elle elle est considérée comme un problème lié au développement neuronal du cerveau. Voilà. Donc c'est physique finalement, puisqu'il s'agit des neurones. C'est pas des personnes il y a beaucoup comme on a pu dire dans le passé, par méconnaissance évidemment. Il y a beaucoup de recherches dans ce sens-là. Donc, la recherche touche les aspects psychologiques, les aspects génétiques, biologiques et autres. Mais aujourd'hui, on peut tout à fait affirmer qu'il s'agit d'une maladie neurodéveloppementale. Et bien entendu, en découlent des symptômes qui affectent... Avant les symptômes, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est un handicap. Voilà. On n'en guérit jamais. Exactement. Il y a des troubles, d'ailleurs on parle souvent de troubles autistiques. Alors, on revient sur ces fameux symptômes qui affectent la personne touchée, bien souvent également son entourage, évidemment. Quels sont-ils, ces symptômes, et quand se déclarent-ils en général ? Est-ce que c'est dès la toute petite enfance ? Je vous regarde tous les deux, parce que finalement, vous êtes tous les deux concernés. Il vaut mieux commencer par un témoignage de médecin pour ça. Alors, allez-y. Mais écoutez, c'est avant les 3 ans de l'enfant, normalement. Il y a déjà des signes d'autisme. Normalement, on ne peut pas faire un diagnostic avant l'âge de 18 mois. C'est actuellement l'âge à laquelle on peut vraiment le faire, les diagnostics, mais vraiment dans les premières années de la vie. 18 mois, c'est très jeune. Ce sont des enfants qui bredouillent à peine quelques mots quand ils en bredouillent. Du coup, comment reconnaître ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cet enfant, je le soupçonne d'être autiste. Parce que forcément, en tant que parent, on se pose la question. Vous, comment les parents viennent à vous ? Alors en général, ça ne se voit pas avant 18 mois. Moi, je suis le père de 3 enfants, dont 2 atteints d'autisme. Donc vous avez pu également voir les différences. Donc je l'ai vu en tant que père, voilà. Et donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas être normal. Et donc pour mon fils, ça s'est passé à 18 mois. Voilà. À 18 mois, la parole ne vient pas naturellement. Le regard n'est pas là, il est fuyant. Donc il y a un truc. C'est une association, j'ai envie de dire, de symptômes, parce que la parole, c'est vrai que des enfants peuvent tarder à parler. On ne va pas non plus forcément affoler tous les parents qui nous regardent. C'est un ressenti en tant que parent. On va déceler quelque chose, avoir une sorte d'un sentiment, un pressentiment. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, donc on consulte le médecin généraliste, qui en général n'est pas formé à l'autisme. Dans le cursus des médecins, sur les 10 ans, il y a peut-être 1 heure. On sent la revendication. Mais c'est au médecin généraliste, c'est au pédiatre de détecter l'autisme. Et pour nous, il y a 18 ans, c'est pas lui qui l'a fait. C'est un médecin par hasard en vacances qui a dit est-ce que votre enfant serait pas autiste ? Voilà. L'information. Et c'était à 2 ans et demi. Qui pêchait. Voilà. Et plus tôt le diagnostic sera fait, on imagine évidemment, plus tôt la prise en charge pourra commencer. En quoi consiste-t-elle cette prise en charge ? On imagine qu'elle peut varier selon les cas. On est dans l'humain. Qu'est-ce qu'on va proposer pour les enfants que l'on détecte autistes ? Mais il y a actuellement ce qu'on appelle la prise en charge intégrative, c'est-à-dire que ça va être un ensemble de méthodes qui vont aider l'enfant dans son développement du langage et surtout de la communication et de l'interaction sociale, qui est vraiment, parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants autistes qui ont tout à fait le langage, qui parlent parfaitement, et ce qui est vraiment un des signes importants, c'est les problèmes de communication et d'interaction sociale. Donc dans cette prise en charge globale, il va y avoir peut-être à la fois des psychologues, j'imagine, donc des orthophonistes aussi pour parler. Tout à fait. Donc on peut avoir une prise en charge orthophonique pour les problèmes de langage, une prise en charge psychomotrice pour les problèmes moteurs et des difficultés de coordination et des graphismes, de motricité en général. Il peut avoir aussi une prise en charge psychologique pour aider l'enfant dans les aspects de la vie avec l'autre, de la relation, etc. L'enfant et peut-être également l'entourage, les parents également. Et on également. travaille avec les parents.
idéalement, vraiment, il faut faire le maximum pour travailler avec les parents. Parce que la prise en charge, finalement, va se passer sur des temps courts, mais après, les parents peuvent continuer à faire plein de choses avec les enfants. Exactement, je vous regarde forcément en tant que parent. Déjà, le choc de l'annonce peut-être, et ensuite, cette volonté de faire un maximum pour l'enfant. Tout à fait, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est qu'on détecte quelque part, il y a quelqu'un qui met un mot sur le handicap de votre enfant. Voilà. C'est rassurant. Ça dépend. Un mot. Oui et non, ça peut être terrorisant pour certaines familles qui nous en parlent, qui ne veulent pas, qui refusent absolument. Mais en tout cas, quand il y a un mot, après, il faut absolument faire un diagnostic. Un vrai diagnostic qui prend plusieurs jours avec des vrais professionnels. Il y a plusieurs établissements pour le faire. Et c'est le diagnostic qui permet ensuite de construire quelque chose. Et là, les parents qui ont accepté ce handicap sont très pressés. Et ça prend un temps infini. C'est en mois que se comptent les rendez-vous. Et les professionnels ne sont pas toujours disponibles. Et c'est pas pour autant qu'il y a une place qui est disponible dans l'établissement spécialisé. Et là, c'est une attente très 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 longue. Voilà. Et souvent, c'est difficile justement de savoir où s'orienter. Ce qu'explique le docteur, c'est bien, mais il faut des années avant de le mettre en place. Et les années comptent. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet. Les gens se renseignent, ils sont connectés. Ils discutent avec les familles qui ont vécu ça quelques années auparavant. Et ils sont très très pressés pour mettre les choses en place. Et d'où justement votre association, j'ai envie de dire, justement pour les aider à les accompagner. C'est-à-dire également le but de cette journée, offrir une lisibilité du parcours de soins. C'est le thème de cette journée. C'est aussi une aide que vous apportez chaque jour dans votre association finalement. Dans quel état d'esprit sont les personnes qui viennent vous voir ? Ça doit dépendre aussi, comme vous le dites. Il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. On n'est pas là pour nous substituer aux établissements médico-sociaux, sanitaires, à la MDPH, Maison du Handicap. On est là parce qu'on est une association de familles qui a vécu, les familles ont vécu un parcours difficile, et donc c'est la moindre des choses, c'est qu'on puisse passer le relais à ceux qui sont derrière nous. Voilà. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'approche globale. Et d'ailleurs, je vous reçois aujourd'hui tous les deux sur ce plateau. C'est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, pour aider, pour accompagner les parents. En fait, les parents arrivent. Moi, je travaille dans des CMP, donc ils arrivent chez moi. Mais ils peuvent arriver ailleurs aussi, comme monsieur dit, voir les pédiatres, les médecins généralistes, ou à des centres de référence, autisme aussi, des centres de ressources, pour dire, voilà, mon fils, il y a quelque chose qui ne va pas, exactement. Mais moi, mon expérience, c'est que du moment que les parents arrivent avec l'enfant, il y a un temps jusqu'à poser les diagnostics. Parfois, c'est un temps plus ou moins long parce qu'il y a des évaluations à faire, il y a des bilans qui sont assez spécifiques et techniques, qu'il y a très peu d'endroits où on peut le faire. Ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, mais en même temps, dès que l'enfant arrive, en tout cas par rapport à mon expérience, que ça soit dans mes structures à moi, au niveau des secteurs publics, ou que ça soit aussi au niveau libéral, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a plein de professionnels en libéral, ils travaillent aussi, l'offre est insatisfaisante encore, elle n'est pas suffisante, ça c'est sûr, mais on peut déjà démarrer des prises en charge du moment qu'on reçoit l'enfant qui va pas bien, qu'il y a des problèmes. On n'a pas besoin d'attendre. Il faut pas. Mon avis, c'est qu'il ne faut pas attendre. Parce que l'enfant a besoin déjà dès qu'on travaille avec lui par rapport à la socialisation, par rapport parfois à certains troubles de comportement, par rapport à tous les relationnels, les partages avec l'autre, entrer dans le monde avec les autres. Donc ça, on peut le faire tout de suite. Il me semble qu'il ne faut pas attendre. Votre rôle dans l'information vis-à-vis de ces parents qui se trouvent un peu démunis, comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'il y a une grande méconnaissance sur ce sujet dans la population. Quand on parle d'autisme, beaucoup s'imaginent Rain Man, ce fameux film montrant un autiste au syndrome Asperger. Et là, c'est vraiment un cas très très particulier. On rappelle, c'est un faible pourcentage d'autistes. Et il ne faut pas s'imaginer que toujours c'est un synonyme, même pour ces cas-là, je veux dire, de succès dans le travail, même pour ces cas-là, c'est de l'autisme, c'est difficile, n'est-ce pas ? C'est de l'autisme, c'est difficile, mais on parle plutôt de spectre autistique. Rainman a eu un immense avantage, c'est de démocratiser l'autisme, c'est à partir de ce moment-là qu'on en a parlé. Donc c'est quand même une bonne chose. Voilà. Plus on en parle, mieux c'est. Mais ce n'est qu'une partie du spectre autistique. Il y a des autistes qui sont beaucoup plus lourdement handicapés. Il y a du polyhandicap, l'autisme se mélange avec d'autres types de handicap. Il y a des cas qui sont beaucoup moins agréables à raconter que Rainman. Voilà. Effectivement, les spectres, c'est un mot un peu pas très simple. Un mot un peu barbare, c'est vrai, voilà. Mais ça correspond à la réalité qui est qu'il n'y a pas deux enfants
pareil, et qu'il y a des enfants qui vont avoir un grand succès effectivement au niveau scolaire, mais les succès, c'est aussi les succès d'être heureux avec les autres, de vivre des choses avec les autres, et parfois c'est des enfants qui vont avoir du mal à aller vers les autres, donc effectivement... C'est la première sociabilisation. Voilà, c'est un équilibre dans tous les aspects de la vie, donc il y a des enfants qui vont avoir ces capacités cognitives qui sont tout à fait respectées, qui sont tout à fait là, et du coup ils vont avoir beaucoup plus accès à tout ce qui est les parcours scolaires normaux, etc., à des études universitaires ou autres. Hein. Et après, il y a des enfants qui ont des retards mentaux graves, qui sont quand même assez atteints, assez handicapés, et que du coup, c'est vraiment une grande souffrance pour les familles aussi, pour les accompagner, c'est très important. La il y a beaucoup de choses à faire quoi encore. Qu'il en soit, reste particulière pour ces enfants. Nous avions justement suivi Lucas et Ethan dans leur école au Vésinet. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme en avril dernier. Je vous propose de redécouvrir le reportage. C'est la journée mondiale de l'autisme. Et puis nous, on s'est dit, mais dis donc, l'autisme. Mais ça nous concerne parce qu'à l'école, nous avons 2 petits garçons en maternelle, mais on les connaît pas bien, ces garçons. Ces 2 enfants, ce sont Ethan et Lucas, élèves de moyenne section de maternelle. Atteints de troubles du développement dus à leur autisme, ils ont intégré l'école Sainte-Odile l'an dernier, accompagnés par leurs assistantes de vie scolaire. Une scolarisation obligatoire en France, mais qui demande des démarches longues pour les familles. Il faut se battre quand on est parent d'enfants handicapés. C'est pas facile, c'est des batailles quotidiennes, mais il faut se battre. Il faut surtout pas laisser tomber. On arrive à tout. On arrive à tout. Faut toujours se battre de toute façon dans la vie. Et pour mieux expliquer aux autres enfants ce qu'est l'autisme, Aurélie Châtel a voulu diffuser à tous leurs camarades Mon petit frère de la Lune, un court-métrage qui raconte ce handicap avec des mots d'enfant, une approche pédagogique qui a séduit la directrice de l'école Sainte-Odile. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants vivaient à côté d'eux. Ils sentaient la différence sans y porter, je dirais, un ou un nom. Ils n'étaient pas comme nous, ils étaient autrement. Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, on a avancé sur la différence. Certains enfants n'ont pas attendu cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme pour tenter de percer la bulle dans laquelle sont habituellement Lucas et Ethan, comme Kali, élève de CE2. Tous les matins, je les vois je me suis dit qu'il y a des petits qui ont du mal à comprendre, et je me suis dit que je ne suis pas seule dans l'école. Et je me suis dit aussi qu'il y en a qui ont du mal à comprendre et qui sont malheureux parce qu'ils ont une maladie, qui sont un peu handicapés. Ce jeudi matin, Ethan, Lucas et leur maman ont aussi rendu visite aux élèves du lycée Alain du Vésinet. Une opération tout en bleu qu'Aurélie Châtel souhaite reproduire l'an prochain pour sensibiliser d'autres établissements à l'autisme. Alors dans ce reportage, plusieurs points sont soulevés. On parle de scolarisation obligatoire et puis d'un autre côté, on voit la nécessité d'être accompagné par une assistante ou un assistant de vie scolaire. Pour la maman, elle le dit, il faut se battre. Qu'en est-il de la situation dans les Yvelines en ce qui concerne l'accompagnement des familles ? Vous le disiez, il y a des lacunes. La scolarisation, c'est un droit. C'est un droit depuis la loi de 2005. Donc le jeune enfant, il a une place à l'école. Voilà. Et tous les pays qui ont mis ça en place de façon obligatoire, en mettant les moyens, ont de grands succès. Donc la scolarisation est la meilleure façon de s'y prendre pour accompagner le jeune autiste. Voilà. Malheureusement, voilà, c'est très difficile. D'abord parce que les enseignants, qui sont en général de très bonne volonté, n'ont pas l'habitude du handicap. Et en particulier, ils ne sont pas formés, etc. Voilà. 65% des enseignants pensent que la place du jeune autiste est dans un établissement spécialisé. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Mais effectivement, quand on y arrive, on peut le faire. Et on imagine d'autant plus l'urgence de la situation quand on entend le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui dit, je cite, « De tous les troubles graves de développement, l'autisme est celui qui connaît la plus rapide expansion dans le monde. Cette année, le nombre de cas d'autisme diagnostiqués chez les enfants sera supérieur au diagnostic de diabète, de cancer et de sida additionnés. » Alors, face à ça, 2 questions qui me viennent, l'une sans doute plus destinée à vous, docteur, mais la deuxième trouvera réponse chez vous deux. Déjà, pourquoi y a-t-il de plus en plus d'autisme ? Et quel est le danger si on ne fait rien de plus pour eux ? Il me semble qu'il y a plusieurs raisons. Une d'elles est que aussi on met la lumière plus sur les diagnostics. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui passaient un peu, on va dire, à la trappe il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a plus de formation, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais les professionnels sont
plus pertinent maintenant pour faire les diagnostics. On a des évaluations qui sont plus pertinentes et qui vont aussi détecter l'autisme beaucoup plus jeune. Et effectivement, je pense qu'il y a déjà les choses ont évolué et aujourd'hui on peut vraiment faire des diagnostics qu'avant on ne faisait pas. Et quel est le danger si on ne les accompagne pas mieux? Et une autre chose, c'est que il y a peut-être dans la recherche actuellement des choses qu'on est en train de voir, par exemple des éléments de l'environnement qui pourraient être liés à l'autisme, mais pour l'instant rien n'est prouvé. Mais bon, on est en train de chercher du côté génétique beaucoup, mais aussi environnemental, alimentaire, etc. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir de l'autisme et je ne sais pas si vous voulez dire autre chose. Mais... C'est vrai qu'on est plus vigilant. Donc en 1960, il y avait une naissance sur 2000 qui était atteinte d'autisme. Aujourd'hui, c'est 1 pour 150 ou 100. Donc c'est à la fois parce qu'il y a sans doute un phénomène d'évolution sanitaire, mais surtout parce qu'on est plus vigilant. On les détecte mieux, donc forcément on les recense. Voilà. Mais la clé absolue, c'est dès qu'on les détecte, dès qu'on pose le diagnostic, c'est de mettre en place une inclusion scolaire, avec une prise en charge intensive, adaptée, pour ne pas les isoler, j'imagine que c'est ça le danger en fait. C'est ça la clé absolue. Et malheureusement, c'est pas toujours facile d'obtenir les notifications qui vont bien et la place qui va bien et l'accompagnement qui va bien pour être à l'école. Alors, on a vu un petit peu qu'est-ce qu'il en était de la recherche dans ce domaine-là, vous l'avez évoqué. Actuellement, il s'agit finalement déjà d'agir surtout sur l'accompagnement, donc c'est ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui. Que préconisez-vous? Écoutez, il y a différentes choses à faire. Du côté de soins, on va dire, tous les enfants n'ont pas besoin des mêmes choses au même moment. Disons qu'il faut mettre vraiment le maximum d'efforts au niveau de la santé pour les tout petits, parce que c'est là qu'on va détecter les problèmes. C'est là qu'il y a des méthodes qui sont en train d'être mises au point pour travailler autour de la socialisation de tout ce qui est relationnel. Et justement, une fois qu'on a fait ce travail, plus on va le faire précocement, ça va rester après. Et après, l'enfant aura déjà des bases pour aller vers le monde ordinaire, on va dire, sans de soins. Donc le soin va être dans les parcours de l'enfant autiste, de l'adulte aussi, va faire partie à des moments le soin, mais pas toujours. Donc effectivement, c'est plutôt après l'accompagnement dans d'autres domaines de la vie. Et puis dans des structures comme la vôtre, j'ai envie de dire, c'est l'addition de toutes ces choses qui vont faire que dans un premier temps, on arrive à faire une différence, à faire avancer les choses. Que peut-on trouver dans votre association? Beaucoup d'activités. En complément, avant de répondre à votre question, en complément, il y a un mot qui est très barbare, auquel on croit beaucoup, c'est la désinstitutionnalisation de l'accompagnement. C'est-à-dire que, évidemment, il faut que le gouvernement, que l'État mette plus de moyens en place, mais ça prend du temps. Donc il faut absolument... Du temps et de l'argent, évidemment, parce que c'est un peu l'air de la guerre. Mais il faut absolument mettre en place des solutions qui sont adaptées à chaque jeune, qui sont différentes, qui prennent appui sur différents types d'intervenants, et qui soient financées. Alors il se trouve qu'il y a des dispositifs pour ça, il y a des prestations de compensation du handicap qui ne sont pas liées au handicap, mais qui sont liées au projet de vie. Et il faut absolument que ceux qui décident de l'accompagnement financier pour chaque enfant puissent autoriser des modes de prise en charge qui soient toutes différentes. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est ça. La deuxième, c'est que de jeunes parents qui découvrent que leur enfant est autiste comprennent qu'il faut absolument rejoindre une initiative collective. Il n'y a pas de survie, entre guillemets, individuelle. Elle n'est que collective. Voilà. On est là pour les aider, nous ou d'autres associations dans le département ou ailleurs, mais c'est collectivement qu'on arrive à avoir le meilleur accompagnement pour son enfant. D'autant que, comme vous le disiez, cette désinstitutionnalisation, le mot est un peu barbare là encore, va permettre aussi de séparer ce côté médical pour être vraiment dans la vie, dans l'humain, dans l'expérience. Ces activités que vous proposez, j'en reviens dessus parce que j'ai envie que vous nous en disiez un petit peu plus. Ça va permettre justement d'être, justement, ce sont des enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'oublier leur maladie, entre guillemets. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Il ne faut pas opposer le sanitaire et le médico-social, le médical et l'humain. C'est ensemble qu'on arrive à avoir le meilleur dispositif pour chaque jeune ou moins jeune d'ailleurs, parce que dans le parcours de l'autisme, ça ne commence pas, et pour les très jeunes. Voilà. Et surtout, les adultes n'ont pas eu la chance d'avoir connu ce que les jeunes connaissent aujourd'hui. Donc il ne faut pas les oublier. Mais effectivement, il ne faut pas opposer le médical et le sanitaire. Et vous avez parlé du réseau de santé mentale Yvelines Nord. Effectivement, c'est une instance qui réunit justement le monde du sanitaire, le monde du médico-social et les associations des familles.
qui veulent bien se joindre à nous. Et c'est aussi dans un souci de travailler ensemble, de travailler parce qu'on est tous pour la même chose, qui est l'enfant qui va mal ou l'adulte qui va mal, qui est atteint d'autisme. Et dans les soins, il y a l'humain et on essaye aussi de faire au mieux avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et donc, je mettrai aussi l'accent sur la difficulté actuelle qui est dans le monde de la sanitaire. Il nous manque beaucoup les moyens d'agir. Là encore, on revient dessus, les coûts, évidemment que ça engendre. Et aussi la formation. Parce que c'est des nouvelles méthodes, c'est des nouvelles manières de travailler qui ne sont pas forcément connues par tous les professionnels. Donc voilà, c'est en mouvement tout ça. Et quoi qu'il en soit... Tout ça pour un objectif. Oui. L'objectif, c'est, en tout cas pour nous, c'est l'autonomie. Eh bien, ça revient un petit peu à ce que j'allais dire, cette autonomie, elle va arriver si on arrive à sensibiliser un maximum de personnes pour que les gens appréhendent mieux les choses, fasse bouger aussi les choses. Quels sont par exemple les retours que vous pouvez avoir aujourd'hui? Cette fois-ci, j'ai envie de dire des personnes a priori non concernées, hein, et je souligne le a priori parce qu'on est tous concernés au final. Quel genre de questions vous sont posées aujourd'hui, par exemple, pendant cette journée spéciale? Aucune. Les gens ne se posent pas de questions. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je me serais jamais préoccupé d'autisme si mon fils ne l'avait pas été. Vous voyez, hein, donc on est obligé de rentrer dans le combat militant parce que finalement, on est tous un peu autistes, en fait. On est tous un peu, absolument. Mais il y a 440 000, vous l'avez dit, c'est une évaluation, hein, autistes en France. Il y a 1,6 million de personnes qui sont de près ou de loin sensibilisées et concernées. Voilà. Et donc, avant de parler des gens qui ne sont pas concernés, il faut parler des parents, il faut parler de la fratrie, il faut parler de l'entourage, il faut parler des grands-parents. Et c'est ça le premier combat. Et c'est eux qui viennent en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et cette connaissance, cette ouverture à l'autre semble d'autant plus nécessaire que, comme la directrice dans le reportage l'a souligné, il faut aller vers les enfants autistes, comme si peut-être que les autistes donc, ont tendance, c'est vrai, à s'isoler, mais c'est à nous de nous ouvrir davantage, comme pour un peu compenser, pour arriver à un degré d'ouverture semblable à celui qu'on aurait avec quiconque. Mais est-ce que ça suffit? Il s'agit juste de vouloir comprendre le monde dans lequel ils vivent, ou est-ce que il y aura toujours quand même d'autres choses, mais c'est un premier pas? Je vais vous donner un témoignage. Hein, c'est que quand l'inclusion scolaire, c'est la priorité absolue. Donc on essaye de faire en sorte, avec l'inspection académique, que les jeunes soient à l'école, dans des classes spécialisées ou dans des classes ordinaires. Les enfants sont cruels, hein, et sont particulièrement cruels pour les personnes vulnérables. Simplement, quand on leur explique ce que c'est que le handicap, avec des images, avec des choses simples à comprendre, ils changent, hein, et ils acceptent. Et ils sont là pour aider, ils sont au tour de rôle, ils sont là à la cantine pour accompagner. Et ça change absolument tout. Et c'est comme ça que ça changera. Et c'est vrai qu'on le voyait dans le sujet, la petite fille qui témoignait. Je vous en prie. Je voulais dire exactement, c'est ça que je voulais dire avant, c'est que en fait, les enfants autistes, peut-être ils vont s'isoler eux, mais les autres enfants vont vers les enfants autistes. Et après, s'il y a des adultes qui expliquent les choses, les enfants sont quand même très sensibles. Et mon expérience, c'est que les parents me disent, je lui demande est-ce que l'enfant s'adapte en classe, est-ce qu'il s'intègre? Il dit les autres enfants viennent vers lui et veulent jouer avec lui, même si lui il a du mal à aller vers les autres. Donc il y a aussi ça. Donc c'est un message positif, et je crois en tout cas que c'est un message universel qui ne doit pas s'arrêter au domaine de l'autisme, bien évidemment. S'intéresser à l'autre, essayer de le comprendre pour que chacun s'enrichisse. Voilà sans doute une mission ambitieuse, mais à laquelle je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Un mot de la fin. Eh bien, je vous donne le mot de la fin, exactement. Excusez-moi, docteur. Pour lui. Il n'y a pas d'action autre que collective. Hein. Quand on voit qu'il y a 1300 places pour autistes créées en 5 ans et 6000 enfants autistes qui naissent tous les ans, on ne peut pas ne pas se rebeller. Et en même temps, quand on voit le chemin parcouru, quand on regarde il y a quelques années avant, c'est absolument un message d'espoir. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le meilleur est à venir. Eh bien, c'est sur votre message d'espoir que se finit notre interview. Merci beaucoup encore pour toutes ces informations. Merci.